Pour l'instant, il n'y a pas encore d'image. Ah, bon, voilà. Donc, bonjour Stéphanie et bonjour Clément. Donc, déjà, merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à cette invitation et puis de venir nous partager votre expérience, votre parcours et puis votre expérience du montage et de la gestion de votre start-up. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Merci Ti pour cette invitation. Moi, je suis donc Stéphanie Alassonnière. Je suis actuellement professeure de mathématiques appliquées à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Mon parcours est un parcours assez classique de mathématicienne, hein. J'ai donc fait une prépa scientifique. Je suis rentrée à l'école normale de Cachan à l'époque, Paris-Saclay maintenant. J'y ai fait mes 4 années, dont une année de préparation à l'agrégation, donc vraiment un parcours extrêmement classique. Et puis, j'ai commencé une thèse sous la direction d'Alain Trouvé et Laurent Younes, qui sont deux chercheurs en maths, l'un à l'ENS Paris-Saclay, l'autre à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, sur des modèles déformables d'images pour essayer de comprendre une variabilité d'objets qu'on peut observer dans des images. Alors évidemment, l'application naturelle, c'est la reconnaissance de formes, et celle qui nous a particulièrement intéressés, c'était des formes qu'on pouvait trouver dans des images médicales. Et le Center for Imaging Science de Baltimore a cette spécialité de travailler beaucoup sur les images médicales. Et donc, à la fin de ma thèse, j'ai rejoint ce centre pour un an de postdoc, où j'ai continué à développer des techniques d'apprentissage sur les images dédiées à l'imagerie médicale. En revenant de mon année de postdoc, j'ai été nommée professeure chargée de cours, donc c'est l'équivalent de professeur associé à l'école polytechnique au département de mathématiques appliquées. J'ai travaillé là-bas pendant 8 ans à développer toujours des techniques d'apprentissage statistique pour comprendre ce qui se passait, ce qu'il y avait comme information dans les données médicales. Et à l'issue de ces 8 ans à l'école polytechnique, j'ai eu une très grande opportunité qui s'est présentée de rejoindre l'université Paris-Descartes à l'époque, qui s'appelle l'université Paris maintenant, de rejoindre la faculté de médecine. Alors, c'était évidemment un montage un peu particulier. Certains diront que je suis un modèle hybride, c'est-à-dire une mathématicienne dans un milieu de médecins. Mais c'était un pari du doyen et du président de l'époque de véritablement mettre les mathématiciens au cœur du milieu médical pour développer à la fois la formation et la recherche. Et cette idée a été assez fondamentale sur le déploiement de mes recherches appliquées. La partie théorique, j'aurais de toute façon pu la faire où que je sois, à vrai dire, mais la partie médicale appliquée et ce qui a permis de développer la start-up dont je vais vous parler dans un instant, c'est véritablement ce contact au quotidien avec les médecins qui m'a été permis grâce à ce poste à la faculté de médecine. Et donc, grâce à ça, j'ai réussi à travailler avec les obstétriciens de la maternité de Necker, en particulier le chef de service, Yves Ville, et son second, Julien Stirnemann, qui sont tous les deux PUPH. L'idée pour eux était double, désengorger leur service, où beaucoup de femmes sont adressées alors qu'en fait, le fœtus n'a pas grand-chose, voire quelque chose de complètement bénin, mais quand il y a un doute, en France, on référence tout de suite à un centre de diagnostic. Et donc, désengorger ce centre de diagnostic avec le tout va bien. Et puis, pouvoir véritablement focaliser le diagnostic le plus rapidement possible, parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. En général, on détecte des choses assez tardivement dans la grossesse, vers le 4e mois. Et donc, si tout de suite, on peut savoir ce que c'est pour faire une prise en charge, eh ben, on va permettre de mieux orienter la patiente et son petit.
Et de fait, on a réussi à développer d'abord dans le cadre d'une thèse, une thèse purement académique. C'était donc un projet de recherche qui a permis de déployer un logiciel qu'on a réussi à tester, qui semblait fonctionner. Et donc, on a proposé de le transférer dans l'entreprise qui s'appelle Sonio maintenant, qui est dirigée par Cécile Brossé et qui développe et commercialise l'outil d'aide à la conduite de l'examen échographique pour dépister et diagnostiquer les fœtus avec des maladies rares ou justement sans maladies rares. Eh bien, super. Donc, tu vas nous en dire plus dans un instant. Mais d'abord, on va aussi présenter notre deuxième invité, donc Clément Francôme, qui est PDG d'Utocat. Et tu vois, tu as un parcours aussi très brillant, mais très différent. Merci, Ichi. Oui, bonjour, effectivement, je suis Clément Francôme. J'ai fondé la société Utocat. À l'origine, c'était pour rendre la technologie blockchain plus accessible, parce que je trouvais que je trouve que c'est une belle technologie, mais qui est pas forcément facile de compréhension. Et puis finalement, notre aventure s'est dirigée vers la facilitation de l'investissement dans l'économie réelle. Et avant d'en arriver là, je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc, moi, je suis issu d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Lille, anciennement EDIL. Mais bon, pour les personnes présentes ici, je pense qu'on va plutôt parler de Polytech Lille, qui est son nouveau nom. Pour en arriver là, j'ai un parcours un peu atypique. C'est vrai que c'est intéressant peut-être pour les personnes présentes d'en parler un petit peu. Je pensais que la prépa, c'était quelque chose un peu trop compliqué pour moi. Donc, je me suis dit que j'allais faire une prépa intégrée. Du coup, j'ai fait une prépa intégrée à l'ECIGELEC à Rouen pour me rendre compte que finalement, le contenu était assez similaire à une prépa classique. Il y avait quelques petits changements qui ont été apportés au contenu pour s'accommoder avec les besoins spécifiques de l'école d'ingénieurs de Rouen, comme des intégrales volumiques. Donc, c'est sympa à faire, c'est un peu nouveau. Et puis finalement, cette petite contrainte s'est transformée en un avantage. J'ai voulu changer d'école parce que finalement, ça ne me plaisait pas, celle-là ne me convenait pas. Et bien, grâce à un contenu qui était finalement assez proche d'une prépa publique, eh bien, j'ai pu faire le concours et puis avoir une autre école. Donc, c'est comme ça que je suis rentré à Polytech Lille. Donc, finalement, bon, on fait des choix, on peut changer d'avis en cours de route. Ce n'est pas forcément un problème. Voilà. J'ai d'ailleurs failli sauter une classe de prépa, donc c'est possible. Et il suffit de passer le concours et de l'avoir, ce qui est loin d'être facile, et j'ai failli l'avoir. Voilà. Alors, dans mon activité, donc moi, je suis principalement donc un éditeur de logiciels, SaaS, donc Software as a Service, ce qui veut dire que certes, je fais du logiciel, mais en réalité, je vends plutôt un peu comme Netflix, une expérience, une sorte de contenu. Donc, Netflix vous loue une expérience, un film, une série, etc. Mais finalement, peu importe le film ou la série, ce qui compte, c'est le divertissement, l'intérêt que vous portez à l'ensemble des films ou des séries. Donc, moi, dans mon activité, c'est ça. On fait un logiciel, mais il est très, très pointu et c'est le fait qu'il soit pointu qui le rend particulièrement intéressant d'un point de vue scientifique. Étant moi-même plutôt orienté dans cet état d'esprit scientifique, nous avons décidé d'organiser la structure Utocat de façon quasiment labo de recherche. Aujourd'hui, 78% du temps des salariés d'Utocat est consacré à la recherche. Donc, nous faisons de la recherche en blockchain. Nous faisons de la recherche, tous mes projets. Donc, on a fait de la recherche juridique. Comment aligner le droit papier avec le droit numérique. En fait, il y a une différence, vous ne le savez peut-être pas parce que l'expérience des tribunaux n'est pas forcément très agréable, mais le papier aujourd'hui est ce qui est le plus fiable d'un point de vue des tribunaux. Et puis, nous, on se dit que c'est dommage que le numérique ne soit pas aussi fiable. Ça, c'est notre deuxième projet de recherche. On a un projet de recherche aussi sur le commercial et le marketing,
Vous allez me dire, dans un forum des mathématiques, qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, en fait, c'est la méthodologie et la façon de s'organiser. Donc, on fait de l'étude de messages, d'itération. On va essayer de calculer, de savoir par rapport au centre d'intérêt des individus, qu'est-ce qui peut mieux passer, qu'est-ce qui intéresserait mieux notre audience. Et cette approche est faite de façon big data, si je puis dire. Donc, on utilise les maths là-dessus, alors des maths basiques, mais pour cette démarche. Voilà, donc notre majorité de temps passé et reste quand même sur le logiciel. Tout ce que je viens de dire, ce sont des recherches que l'on mène autour du projet majeur, donc, qui s'appelle Catalyseur pour votre information. Nous travaillons en partenariat avec des universités pour la partie recherche, avec des labos. Notre plus grand partenaire jusqu'à présent, c'est l'INRIA, qui sait s'organiser pour mener des longs projets, qui dispose de compétences techniques particulièrement pointues. Et nous, ça peut nous intéresser d'emprunter des collaborateurs à l'INRIA pour une durée limitée qui correspond à ce qu'on veut faire. Et pour après, l'INRIA continue sur des projets de très long terme. Et nous, en tant qu'entreprise, on a besoin que ce soit rentable à un horizon pas trop long terme. Et donc, à partir de là, donc, nos chemins se séparent pour le projet et puis on en relance des nouveaux. Voilà, aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs. Chez nous, les profils mathématiques vont se situer plutôt côté analyse de données. Ces données peuvent être, comme je l'ai dit, plutôt marketing, communication. Ça peut être l'analyse de nos utilisateurs aussi. Chez nous, c'est user experience. Et enfin, ça peut être aussi sur l'analyse statistique, comprendre quelles sont les entreprises qui ont besoin de financement, de quel type de taille elles sont, combien de salariés, quels sont les investisseurs qui investissent dans des petites entreprises. Donc, nous, on étudie ces données statistiques puisque ça nous permet de mieux comprendre l'écosystème dans lequel on est. Et comme on est le seul sur notre marché, eh bien, on est les seuls à avoir ces données, ce qui fait de nous un acteur de référence sur l'investissement non coté en bourse. Voilà pour ma part. Très bien. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis après, je pense qu'on passera un peu aux questions. Par exemple, moi, j'en ai déjà pas mal, mais j'attendrai aussi les questions des gens qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme, quoi. Donc, on va revenir à Stéphanie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément maintenant de ta startup, donc Sonio, et voilà, les concepts un peu mathématiques qui sont derrière? Comment ça s'est fait, voilà. Sonio, c'est donc comment mieux faire un examen échographique quand on a la patiente devant nous, c'est-à-dire on ne veut pas le faire a posteriori, hein. Il ne s'agit pas de faire revenir la patiente après, on veut le faire ce qu'on appelle au lit du malade. En fait, elle n'est pas malade, mais on le fait quand même au lit du patient. Et donc, on veut optimiser le parcours diagnostic de la patiente. Alors, je vais vous montrer une petite démo de ce qui se passe. En fait. Donc, Sonio fournit un logiciel d'aide à la conduite de l'examen échographique. Donc, la première chose, quand on arrive chez le médecin, il va rentrer quelques informations. Est-ce que c'est premier, deuxième trimestre? Alors évidemment, il y a quelques petites subtilités. Vous pouvez le préférer en anglais ou en français. Vous pouvez choisir aussi, en fonction de votre habitude d'examen, comment vous voulez le faire. Alors, donc vous renseignez quelques informations. Par exemple, est-ce que vous savez le trimestre, le sexe de l'enfant? Si oui, on y va, on commence. Et on commence par exemple, un premier petit défaut, une première anomalie que vous avez vue chez le bébé, chez le fœtus. À partir de là, Sonio vous propose les autres. Est-ce que vous voyez tout l'écran? Parce que moi, j'ai toujours la fenêtre Zoom qui m'enquiquine. Et est-ce que vous voyez ma souris? Steve, est-ce que tu vois ma souris? Oui, parfait. OK. Donc, à partir du moment où vous avez mis cette première anomalie, Sonio va vous proposer quelles sont les anomalies les plus probables qu'il faudrait aller voir et qui vous permettraient d'aller à un diagnostic plus rapidement. Donc, par exemple, ici, vous en avez 3 qui concernent le cœur. Donc, l'obstétricien va voir,
il dit qu'il n'y a aucune de ces 3 anomalies. On continue l'examen et il dit sur le cœur, en fait, j'ai tout vu, il n'y a rien de problématique. Maintenant, Sonio lui dit, alors dans ces cas-là, s'il n'y a rien sur le cœur, idéalement, tu devrais aller voir ce qui se passe sur les reins. Donc, une duplication rénale, un problème comment on dit en français, d'accumulation au niveau du rein ou des malformations plutôt anatomiques. De nouveau, il n'y a rien. On passe sur la suite du rein parce que semblerait que le rein soit discriminant. Ça veut dire, grosso modo, quelque chose de très important à aller voir pour permettre d'aller au diagnostic. De nouveau, vous dites non, il n'y a rien du tout sur ce rein. Donc, j'élimine tout le reste. Et puis après, on va voir l'aspect général du bébé. Donc, par exemple, une croissance retardée ou une croissance différente, modérément retardée ou sévèrement retardée, etc. Et donc, à la force, par exemple, pour ce fœtus-là, il n'y a vraiment rien, pas d'asymétrie faciale, pas de visage plat, etc., etc. Donc, je vous passe tous les détails. On va arriver sur Sonio qui arrive à un diagnostic. Vous aviez une coartation de l'aorte sur ce fœtus, mais étant donné tout ce que vous avez regardé, qui corrélé à une coartation de l'aorte pourrait dire qu'il y a un bébé avec une grave pathologie, ici, vous avez répondu non, vous n'avez rien vu de tout ça. Et donc, grosso modo, la coartation de l'aorte est quelque chose d'isolé, une anomalie isolée à 95%, avec 95% de certitude. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que, grosso modo, il faut l'envoyer chez un cardiologue qui va probablement faire une intervention in utero pour soigner cette coartation de l'aorte in utero ou alors une prise en charge dès la naissance pour une intervention chirurgicale du cœur dès la naissance. Alors, ça, c'est dans le cas où votre patiente arrive et en fait, finalement, le bébé n'a pas grand-chose, juste quelque chose qui demande une prise en charge rapide, mais qu'on va suivre et qui sera du suivi personnalisé et rapide. L'autre cas, un autre examen, hop, donc j'en viens au deuxième examen. Donc cette fois-ci, on commence le deuxième examen. Cette fois-ci, c'est un petit garçon. L'âge de la mère est plus élevé et c'est parti. On part d'autre chose, cette pathologie, une tétralogie de Fallot, donc un problème du cœur. Il n'y a rien d'autre sur le cœur. On va voir cette fois-ci le visage. Donc, vous voyez, tout à l'heure, l'idée, c'était, il y avait quelque chose sur le cœur. On est allé voir ensuite les reins. Cette fois-ci, ce qui semble le chemin le plus rapide pour aller à un diagnostic, c'est d'aller voir le visage. Et donc, vous allez voir le visage. Oups, je crois que j'ai fait un... Voilà. Vous allez voir le visage et en fait, vous lui dites non, en fait, j'ai déjà vu qu'il y avait un polydramyose. Donc, je rajoute ça. Maintenant, il vous demande d'autres informations et vous continuez l'examen de manière complètement dynamique. Et vous allez arriver très rapidement à cette fois-ci un nouveau diagnostic qui est un syndrome de Vacter. Donc, un syndrome de Vacter, c'est un syndrome qui est très particulier parce qu'il touche beaucoup des organes. Donc, en fait, chacune des lettres vous référence à un organe ou une structure. Donc, le C, c'est pour le cœur, les vertèbres, je ne vais plus savoir tout exactement, mais vous allez avoir donc une pathologie qui est polyorgane, et donc là, qui est très grave pour un fœtus. Alors là, évidemment, la prise en charge, c'est aller confirmer le diagnostic avec une amniosynthèse et un karyotypage, voire un génotypage pour savoir si effectivement il y a le gène associé au syndrome de Vacter. Et puis, la prise en charge se fait de manière personnalisée de nouveau, mais très rapidement, puisque, a priori, là, au 5 ou 6e mois, on est capable de poser le diagnostic si on a vu la concordance des phénotypes. Alors, où est-ce qu'il y a des maths là-dedans? Il y en a à plusieurs endroits. Si vous avez pensé à ça, l'idée, c'est on a fait un Waze de l'échographie fœtale. Votre but, c'est vous partez d'un point de départ, qui est mon examen médical. La destination, c'est le diagnostic. Un diagnostic, ça veut dire anomalie isolée ou une pathologie rare. À partir de là, je vais construire mon chemin
qui est en fait un arbre de décision. Et donc, mon chemin, ça va être, je commence l'examen, tout va bien jusqu'à ce que je rencontre une première anomalie. La première anomalie, ici, c'était la coartation de l'aorte, ici, d'accord? Là, c'est la première embûche sur mon parcours. La première embûche me demande en direct de recalculer mon chemin. Alors, évidemment, sur Google Maps, c'est facile. Les routes ne bougent pas et quand vous dites qu'il faut passer à droite ou à gauche, vous savez que la personne, si elle passe à droite, elle va vraiment aller à droite. Ici, quand je fais l'examen, je propose d'aller à droite, par exemple, sauf que je ne sais pas si la personne va aller à droite, c'est-à-dire oui, il y a l'anomalie, à gauche, non, il n'y a pas l'anomalie, ou même n'est pas capable de le voir parce que le bébé bouge, parce que l'image est trop floue à cause d'une maman qui peut être parfois un peu adipeuse et donc le signal est moins bon, etc., etc. Donc, en fait, le milieu est extrêmement aléatoire et donc c'est exactement un Waze, sauf que, grosso modo, vos routes bougent, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, là, vos routes bougent, vous ne savez pas si vous pouvez vraiment vous enclencher sur ce chemin ou pas. Et donc, c'est des maths parce que vous estimez un arbre de décision dans un milieu aléatoire qui est faiblement informé. Donc, en fait, il faut apprendre quel est ce milieu aléatoire à partir de données médicales. Et vous faites un arbre de décision qui doit être remis à jour tout le temps en fonction d'une information qui est très incertaine. Donc, les mathématiques qui sont là, c'est d'abord pour l'estimation de l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement dans lequel les probabilités se déploient, c'est grosso modo l'optimisation de type maximum d'entropie. Donc, on cherche à maximiser une quantité sous des contraintes, mais c'est une quantité aléatoire. Donc, on cherche la distribution de proba qui vérifie des contraintes aléatoires. Et puis après, quand il s'agit de l'arbre de décision, eh bien, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un optimiseur de nouveau qui est fait par renforcement. Donc, en fait, on dit, et si je fais ça, quelle sera la conséquence de cet acte? Un peu comme un jeu de Go. Sauf que de nouveau, le Go, il avance son pion et il avance vraiment. Moi, j'avance, mais je ne sais pas si j'ai en fait plus d'informations, moins d'informations à l'avancer. Donc, ça, c'est du renforcement. Donc, je vais savoir optimiser ce qu'on appelle le reward. En français, c'est le... je ne sais pas le savoir, mais... La récompense. La récompense, merci. Donc, on optimise la récompense pour que le chemin soit évidemment le plus court possible. Notre récompense étant très drastique chez nous, c'est catastrophique si on ne trouve pas la bonne maladie. Donc, en fait, notre récompense, elle est moins l'infini tout le temps, sauf quand on trouve. Et la deuxième chose, c'est un simulateur de bébé, parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'on travaille sur des maladies rares. Et donc, en fait, on crée des faux bébés, des faux fœtus, pour entraîner notre algorithme de renforcement. Et en fait, c'est ce générateur de patients synthétiques, il est basé sur l'environnement qu'on a appris. Donc, en fait, il nous faut des optimiseurs, il nous faut des gens qui connaissent le renforcement, grosso modo des profils machine learning, et puis des profils qui savent aussi, donc c'est aussi côté machine learning, générer des patients synthétiques à partir d'un environnement aléatoire. Donc, les métiers dans Sonio... Je précise que synthétique, c'est bien numérique, et pas Oui, pas non, on ne les synthétique. fait pas en plastique. Non, c'est numérique, c'est complètement virtuel. Tu as raison de le préciser. Donc, en fait, c'est les métiers qui sont dans la R&D de Sonio. Il y a des métiers dont je viens de vous parler. Donc, on a pour l'instant 3 docteurs en statistique machine learning et détection de forme. Parce qu'évidemment, il y a un moment où vous imaginez bien que quand on dit qu'il y a une coartation de l'aorte, il faut qu'on la trouve dans l'image. Donc, il y a aussi de l'imagerie médicale sur l'échographie. Et puis, il y a les métiers de la tech où il faut implémenter ça en temps réel. Et donc, ça, on a des développeurs très, très performants qui ont vraiment mis ça, encapsulé ça dans un logiciel qui est aussi en SaaS, comme celui de Clément, et qui permet de faire ça vraiment en temps réel au moment de l'échographie. Donc, c'est des métiers assez ciblés puisque c'est quand même très techno, très deep tech et stats. Donc, mais ce sont essentiellement ces métiers-là des maths qui sont au cœur de Sonio. Super. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions dans le chat, mais je propose qu'on écoute maintenant la présentation de Clément.
Et je pense que moi, j'ai des questions, mais sans doute, elles vont pouvoir être factorisées une fois que Clément aura présenté son entreprise. Donc, Clément, toi, tu es PDG d'Utocat. Et oui, tout à fait. C'est vrai que moi, dans mon activité, j'ai un rôle un peu plus de coordinateur, on va dire, aujourd'hui. Euh, J'en suis arrivé là un peu par, comment dire, euh, j'ai eu différents rôles qui étaient d'abord très techniques. J'étais moi-même développeur. Après, j'étais ingénieur système. Euh, et puis, je me suis doucement amené vers une voie un peu plus de management, donc chef de projet informatique, responsable informatique dans une grande entreprise française. Et puis, quand j'ai lancé ma société en 2014, maintenant, ouais, ça fait 7 ans, eh bien, j'ai repris des fonctions techniques au début parce que quand on est peu, eh bien, il faut faire soi-même. Et aujourd'hui, je suis redevenu plutôt sur des fonctions de management. Donc, je fais souvent des allers-retours entre les fonctions techniques et les fonctions de management parce que j'aime bien garder quand même les mains dans du concret. J'ai mis un petit fond d'écran pour vous voyez un petit peu l'environnement dans lequel on est en termes logiciels, en termes des mots qu'on emploie. Je peux peut-être vous montrer notre logiciel parce que avec la présentation de Stéphanie, je trouvais qu'on visualisait mieux les choses. Je peux peut-être tenter de vous montrer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, vas-y. Fort bien. Eh bien, allons-y. Alors, souple là, je vais prendre la première vidéo qui me vient. Je partage mon écran. Voilà. Voilà, voilà. Je me mets en plein écran, ce sera plus sympa. Hop, voilà. Donc chez nous, bon, la vidéo va tourner un peu pendant que je présente. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça va? Très bien. Ok, super. Donc nous, on a fait quelque chose d'assez innovant. Oups, je vais m'arrêter à l'étape juste avant. Voilà. Ça va, pour ceux qui savent de quoi je parle, ça va leur paraître un peu basique, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ça peut paraître assez intéressant. Donc, la grande question en finance, c'est les droits d'accès. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à quelque chose? Est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'accéder à mes infos? Est-ce que oui, est-ce que non? Nous, on a résolu cette question avec une astuce. C'est que quand un banquier, là c'est la console d'un banquier en fait, saisit l'adresse mail d'un de ses clients dans notre système, bon, ça ouvre automatiquement l'accès de ce système au client. C'est comme ça que notre solution SaaS propage l'accès au système. Ici, on est dans une typologie de travail plutôt dans la préparation. C'est-à-dire que nous, notre équipe, son métier, c'est d'anticiper tout ce qui peut se passer ou, au-delà d'anticiper, parce que comme dans le médical, ben, on ne sait pas forcément tout anticiper correctement, d'être relativement réactif quant à l'ajout de possibilités. Donc, notre métier consiste premièrement au début à étayer ce qu'on voulait faire, et puis ensuite, notre métier d'aujourd'hui, c'est plutôt de s'assurer qu'entre le terrain, c'est-à-dire dans la banque, et notre logiciel, qu'il y ait bien un lien. C'est-à-dire qu'en gros, ce que fait notre logiciel correspond bien à ce qui se passe dans la banque. Donc ça, c'est notre activité majeure. Ensuite, notre logiciel est dynamique. Il va un poil vite puisque c'est prévu pour aller assez vite dans cette partie-là. Voilà. C'est un logiciel dynamique qui va comprendre dans quelle situation on est, qu'est-ce qu'on va investir, dans quel sens, pourquoi, avec quelle entreprise, etc. Le logiciel va comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et va en déduire de quoi lui il a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est ce qui se passe ici. Il y avait une liste dynamique. Ici, vous avez des pièces jointes qui sont dynamiques également, savoir qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Ce qu'on s'est dit, là, c'est un peu notre vision. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est ces petites cases-là. Je n'ai pas le document. Je vous mets au défi dans votre banque de cliquer sur une case « J'ai pas le document ». Vous verrez ce qui va se passer. Aujourd'hui, le système bloque tout, en fait. Votre banque vous bloque.
Donc, nous, on a un système collaboratif et si jamais le document, on ne l'a pas, eh bien, le logiciel va aller le demander dynamiquement à d'autres acteurs qui probablement l'auront. Cette spécificité chez nous, ce mode collaboratif est intéressant parce que c'est comme ça qu'on fait gagner beaucoup de temps à nos utilisateurs, nos clients. Vous voyez qu'on met des codes couleurs en cas pour indiquer ce qu'il faut faire si jamais on a oublié de faire des choses. Toute notre expertise est basée sur le gain de temps. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre sur quoi vont cliquer les individus, pourquoi ils ne cliqueraient pas vraiment là où on penserait qu'ils devraient cliquer. On va essayer de réfléchir et puis de comprendre comment on doit faire pour orienter nos utilisateurs vers un bon alignement entre ce que veut le logiciel, ce dont il a besoin pour fonctionner, et ce que comprennent nos utilisateurs. D'ailleurs, c'est notre recherche du moment. C'est là où on passe beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Bon, là, je vous passe cette partie qui est moins intéressante pour des personnes pas exactement du métier. On remplit un formulaire, voilà, il y a quelques particularités pour aider à remplir. Et donc, ici, ce qui est nouveau, c'est que dans la banque, on va générer des documents comme ça en temps réel. Généralement, dans une banque, ce n'est pas temps réel. Il faut compter entre un jour et un mois pour obtenir un document. Nous, la petite astuce, c'est que comme on obtient toutes ces petites informations rapidement, on peut tout de suite générer le document réglementaire. Et c'est ça qui fait qu'on gagne du temps. Vous avez vu très rapidement notre petite astuce pour mesurer si ce logiciel a plu, si on a été content de s'en servir. Donc, nous, on note systématiquement la satisfaction. C'est pour comprendre si jamais quelqu'un est insatisfait, qu'on puisse revoir ce qui s'est passé et essayer d'améliorer. Voilà. Toutes ces techniques sont implémentées directement dans le logiciel. Voilà. Puis après, à quoi ça ressemble? Écoutez, là, c'est plus un suivi. Et là, voilà, ça y est, il y a quelque chose qui est lancé. On peut voir les différents documents. On peut peut-être compléter si jamais on en a un supplémentaire qui nous est arrivé, qui correspond aux attentes, évidemment. Le logiciel va faire quelque chose qui est assez nouveau dans l'univers financier, c'est d'indiquer où est-ce qu'on en est. On en est là, après il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Puis comme ça, on peut voir à peu près les étapes qui restent et mieux comprendre finalement, est-ce que je dois encore attendre du temps ou pas jusqu'à ce que ça soit fait? Est-ce que c'est à moi de jouer? Est-ce que c'est au banquier de jouer? Est-ce que c'est à l'entreprise? Voilà, à qui doit faire quoi? Notre logiciel donne l'information pour réduire le besoin en fait d'interagir. On va vraiment interagir quand tout ça ne nous suffit pas ou qu'on va en discuter simplement. Voilà pour cette démo. Si je vais plus loin, ça va représenter tout le métier. Alors, ça serait peut-être un peu long pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous faire une idée, hein, pas de forcément tout voir. Et donc, tu peux nous parler un petit peu des métiers qu'il y a dans ton entreprise, justement, où est-ce que vous avez besoin de matheux, de programmeurs? Oui, tout à fait. Alors, dans notre métier, donc l'univers data, donc données, c'est la clé chez nous en termes de maths, quoi. Nous avons des données. Vous voyez, par exemple, là, vous avez une date, vous avez une heure, vous avez ici un statut, c'est statut, par exemple, 0, statut 1, 2, 3. Vous avez des emails, voilà. Vous avez des données qui traînent un peu partout. Et donc, l'idée chez nous, c'est que notre cœur de métier, c'est de faire sens, c'est-à-dire de comprendre, d'en tirer des conclusions et puis d'en tirer des améliorations. Donc, la science des données chez nous est primordiale. C'est ce qui permet de nous différencier. Ce n'est pas grâce à ça que notre logiciel fonctionne. Notre logiciel fonctionne parce qu'il y a des compétences logicielles, mais notre différenciation se situe dans nos capacités à mieux comprendre ce qui se passe au sein de notre logiciel. Donc voilà, la science des données, c'est un domaine important pour nous. Ensuite, on a des compétences en développement, donc des personnes... La finance aussi, ou pas vraiment? Finance, finalement, Pas tant oui, que parce ça. qu'on a un juriste.
Mais sur le côté finance pure, donc tout ce qui est un crédit, qu'est-ce qu'un marché financier, calculer des taux, des choses comme ça, très peu. Chez nous, c'est bien d'avoir une culture financière, mais finalement, ce métier nous est amené directement par nos clients. Et donc, ce n'est pas obligatoire. Chez nous, d'être très connaisseur en finance, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Ça va être intéressant du côté juridique. Voilà. Après, sur le développement de nos logiciels, on a divers aspects. On peut avoir de la gestion de logiciels, pardon, de la gestion de planification, gestion de projet. On peut avoir chez nous la gestion produit, donc faire sens entre ce que nous disent nos clients, nos utilisateurs et ce qu'on va développer dans les mois à venir. Donc, c'est de la traduction de besoins. C'est finalement assez humain quand même comme approche. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui ferait sens à ajouter à notre logiciel. Donc, finalement, nos métiers sont… donc là où on va vraiment parler de maths, ce sera dans la science des données. Nos autres métiers sont quand même plutôt humains, finalement. D'accord, ce qui est aussi important. Bien sûr. C'est Très complémentaire. bien. Alors, moi, j'ai une première question pour vous. Donc, je redis à ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à poser les questions sur la plateforme. Donc, en particulier, quand on voit votre expérience et les startups que vous avez montées, ça paraît quelque chose d'assez gigantesque. Et donc, j'imagine que pas mal d'auditeurs là sont plutôt des jeunes, soit lycéens, soit jeunes étudiants d'université. Voilà. Est-ce que finalement, ça s'est fait petit à petit et puis c'est au fur et à mesure des idées, des rencontres que vous avez fait ça? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que vous avez eu des passages importants dans le montage de votre startup et que sur lesquels vous attiriez l'attention pour ceux qui un jour pourraient être intéressés par cette aventure? Bon, je peux commencer si tu veux. Moi, c'est vraiment la rencontre avec Yves Ville, le gynécologue obstétricien de Necker. Au départ, c'est parti sur un projet de recherche. On a proposé une thèse académique. Ça n'était qu'un projet de recherche. Ils avaient un vrai besoin. Donc ça, par contre, le besoin, il faut qu'il vienne du terrain parce que sinon, il n'y a pas d'adoption. Donc ça, c'est important. Il faut que les gens aient envie de s'en servir. Pour que les gens aient envie de s'en servir, il faut qu'ils aient l'impression d'en avoir besoin. Ou un vrai besoin. Pour le coup, là, on espère que c'est un vrai besoin quand même. Ce n'est pas juste l'impression. Et donc, c'est venu de cette rencontre avec Yves. Et à la fin du projet de recherche, quand on s'est aperçu qu'on était arrivé à ce qu'il y ait un prototype déjà fonctionnel, on s'est dit, maintenant, comment on fait pour que les gens l'utilisent? Et là, c'est vraiment là la chose la plus intéressante, c'est qu'on était prêt à le mettre en open source, open access, le distribuer à tout le monde. Le problème, c'est qu'en tout cas, dans le milieu médical, si ça ne passe pas les aspects réglementaires, les aspects éthiques, le RGPD, le marquage CE, etc., les gens ne s'en serviront pas. Ce sera le petit gadget qu'ils auront sur leur téléphone qui n'ouvriront jamais. Et pour faire tout ça et pour être crédible avec tout ça, en fait, la commercialisation devenait nécessaire. Donc, passer par une commercialisation du produit et donc l'accréditation, le marquage CE, etc., les aspects juridiques et réglementaires, était naturel dans une entreprise et ce n'est pas naturel dans un projet de recherche. D'où le fait qu'on a demandé notre intégration dans un incubateur qui s'appelle Paris Biotech Santé, qui est l'incubateur de l'Université de Paris et à Cochin, et qui nous a permis de lancer les choses. En fait, pour nous, la start-up, elle est venue le sujet d'un besoin et finalement la mise sur le marché d'un besoin aussi. C'est-à-dire que pour que les gens s'en servent, il fallait le commercialiser. Donc, ce n'est pas venu comme ça d'une idée sortie de mon chapeau, sortie de la vie de terrain d'Yves au quotidien dans une maternité spécialiste des détections des maladies rares chez les fœtus. Là, c'était vraiment le truc initial. Après, pour le développement, pour les nouvelles idées, c'est pareil. C'est un aller-retour constant avec le terrain. C'est-à-dire que les nouveaux produits Sonio, ils apparaîtront parce qu'on a vu que les utilisateurs de Sonio Diagnostic, qui est le premier que je vous ai montré, ont aussi besoin d'autre chose et on complète. Voilà.
Donc, l'idée de la startup, c'est aussi qu'après, tu avais besoin de continuer le développement, d'embaucher Voilà. des gens, quoi. Alors, l'idée de la startup, elle est venue parce qu'il fallait commercialiser le truc. Que Mhm. évidemment, Samsung, GE, Philips n'allaient pas l'acheter comme ça juste pour nos beaux yeux et qu'il fallait qu'on fasse nos preuves avant. Et puis que donc, le chemin naturel du transfert, c'est via la startup. Après, évidemment, on aurait pu continuer à développer les choses en laboratoire, en particulier embaucher des ingénieurs pour faire déjà les étapes d'après. Donc, j'ai vu une de tes questions, tu disais, est-ce que un contrat n'aurait pas été intéressant? Un contrat de recherche aurait été très bien. Alors je précise que toi, tu vois mes questions, mais Ah pas oui, les pardon. auditeurs. Donc, tu me disais pourquoi une startup et pas un contrat de recherche. En fait, un contrat de recherche, c'est bien, mais on paye deux choses. Un, c'est que la propriété intellectuelle appartient à l'université. Et deux, c'est que de nouveau, on ne reste pas commercialisable, ou alors il faut vraiment transférer de nouveau, et donc pourquoi pas le faire directement dans la startup. Donc en fait, il y a deux freins qui sont la propriété intellectuelle et le déploiement sur site, quoi, chez les utilisateurs, qui ont fait que la startup était le modèle le mieux par rapport à un simple contrat de recherche. Et toi, Clément, comment est venue cette idée de monter une startup? C'est un peu ton expérience, comme tu l'as dit, ou quelque chose aussi de plus profond, tu voulais aussi voilà, investir dans des idées nouvelles et puis dans un concept qui, comme tu l'as rappelé, est unique. Eh bien, moi, d'idées, c'est un ensemble, voilà. Comme un ensemble mathématique, il contient plusieurs choses. Ben, moi, c'est un peu la même. Euh, Très honnêtement, je rejoins ce que dit Stéphanie sur la différence entre le public, le privé. J'ai un avis qui est très, très proche. Et donc, moi, ce qui a fait en fait que je suis passé à ça, c'est ce type de projet plutôt qu'un autre. J'aurais très bien pu rejoindre un autre grand groupe, puisque j'avais fait 3 ans dans des grands groupes, 5 ans même dans des grands groupes. Euh, En fait, premier élément, je me suis rendu compte que dans les grands groupes, je suis arrivé quasiment en haut de ce que je pouvais faire. J'étais responsable de direction informatique, donc de mon profil technique, c'était pas loin du mieux que je pouvais faire. J'ai atteint ce maximum en 4 ou 5 ans. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais assez peu les mains libres pour mener des projets qui me paraissaient importants pour le groupe pour lequel je travaillais et les différents groupes pour lesquels je travaillais. Donc, c'était cette question de l'autonomie. J'avais une autonomie très limitée. Donc, je cherchais déjà une société, un environnement dans lequel cette autonomie aurait été plus grande. Donc, je me suis mis en quête de TPE, PME, en fait, hein, société plus petite, dans lequel ma valeur ajoutée ferait un peu plus sens, dans lequel je me sentirais un peu plus utile, et puis force de proposition, force de moyens. On n'était pas obligé d'allouer des budgets en millions pour faire des choses, hein. Parfois, beaucoup moins suffit. Euh, Ensuite, il y a le fait que j'ai découvert une technologie particulièrement passionnante qui s'appelle la blockchain, puis le RPA, Robotic Process Automation, qui m'ont amené à me faire une conviction personnelle en tant que, je ne sais pas, technophile, technologue, quelqu'un qui aime bien la technologie. Une conviction que tout ça pouvait amener des changements et des apports aux individus qui me semblaient, de mon point de vue à moi personnel, importants à concrétiser. Et puis ensuite, pourquoi la start-up? Pourquoi pas un labo de recherche? Euh, Eh bien, je crois que ça rejoint la question de l'autonomie. Quand on fait un contrat de recherche, je le vois hein, quand je travaille avec les universités, on est au service de quelque chose d'autre que notre thèse. Et donc, je souhaitais que l'intérêt soit vraiment dans les mains des utilisateurs et pas aux mains d'une propriété intellectuelle donnée à un organisme qui ne saurait pas quoi en faire, très honnêtement. Euh, voilà un peu pour ce cheminement. Euh, Et donc, tous les deux, en fait, quand vous êtes lancés dans cette aventure, vous n'aviez aucune idée vraiment de comment ça se montait.
Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez galéré? Puis après, la startup, il faut la conduire. Moi, j'ai tellement galéré que je l'ai fait pendant un temps et puis après, j'ai donné les rênes à quelqu'un d'autre. Ah oui, mais c'est pas ça qui va encourager Non, non, mais si, si, en fait, parce que enfin, c'est dur. Enfin, moi qui suis mathématicienne, je vous ai dit, hein, je n'ai jamais rien fait d'autre. Dans les écoles d'ingénieurs, ils font de l'économie, ils font un peu de management, machin. Moi, j'ai fait l'école normale, donc j'ai fait des maths, juste des maths, seulement des maths. Donc, je connaissais rien en management, je connaissais rien en droit, enfin bref, j'ai tout découvert quand on est arrivé dans la pépinière, enfin dans l'incubateur. Et surtout, j'ai participé à un programme qui s'appelle Deep Tech Founder qui permet justement d'accompagner les chercheurs qui veulent sortir du laboratoire, en tout cas faire du transfert. Donc c'était une première étape qui m'a appris énormément de choses et qui m'a appris aussi que ça ne me plaisait pas, en tout cas que ce n'était pas quelque chose que je voulais faire tout de suite, prendre la tête de Sonio. Et donc, j'ai rencontré Cécile Brosset là-bas. Évidemment, les choses se sont très bien passées très vite parce que la startup, il n'y a pas à dire aussi. Hein, il faut que c'est comme un mariage. Hein. Quand vous mettez quelqu'un à la tête de votre startup, il faut que vous ayez entière confiance en cette personne. Et Cécile a été parfaite pour tout ça. Moi, j'ai galéré 6 mois à essayer de faire les choses qu'elle a appréhendées autrement. Mais moi, je reste dans le comité scientifique. Je suis au conseil d'administration. On fait du conseil scientifique pour le développement de la R&D supplémentaire. Donc, je garde un lien fort en tant que cofondatrice et en tant que personne active dans l'évolution de Sonio. Donc, en fait, non, c'est pas parce que c'est dur que c'est inintéressant. Juste, il faut trouver sa place. Moi, ma place, c'était pas de prendre la tête de Sonio à ce moment-là. J'en avais pas envie. J'avais d'autres projets de recherche que je voulais continuer. Qui mèneront peut-être encore à la création d'une autre start-up, qui sait, hein. J'en sais rien, rien n'est dessiné à l'avance, mais en tout cas, c'est une expérience que j'ai eue, pour laquelle j'ai beaucoup appris, et que si je devais revivre, je revivrais, mais probablement autrement, d'abord avec l'expérience que j'ai eue, et puis peut-être que je serais prête cette fois-là à prendre la tête du truc, j'en sais rien. Mais c'est bien parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut vivre chaque expérience pleinement et savoir où on se positionne. J'aurais très bien pu à un moment me dire, bah, en fait, je veux être le Chief Scientific Officer. Je quitte la fonction publique, je rentre en tant que CSO dans Sonio. Ce n'était pas non plus ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais c'est très bien de le savoir et de vivre les choses au bon moment. C'est très important. Et toi, Clément? C'est vrai que au début, alors moi je suis un gros bosseur. Voilà, on va commencer par là. Quand je bossais dans des grands groupes, je pouvais faire du 60 heures par semaine et je le faisais parce que j'en avais envie, pas parce qu'on m'y poussait. Euh, et puis, euh, et puis donc lancer ma start-up. Certes, j'ai été formé à plein de domaines, à ce qui paraît, mais c'est de la théorie, quoi. Dans la vraie vie, voilà, peut-être vous ne le savez pas encore, mais dans la vraie vie, c'est un peu différent que dans les différents bouquins qu'on a consultés. L'état de l'art n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en cours, et puis l'état de la rue n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en cours. Donc, voilà. Du coup, je me suis fait une passion personnelle pour la découverte de chacun de ces sujets un par un. Qu'est-ce qu'un investisseur? Qu'est-ce qu'un bureau? Qu'est-ce qu'un employé? Parce que j'ai découvert les contrats de travail, le droit du travail français, qui est sympa, bien épais. Euh, j'ai découvert les arrêts maladie. J'ai enfin, j'ai découvert tout un tas de choses. Et puis, très honnêtement, des fois c'est sympa. Alors, la partie sympa, c'est plutôt les rencontres. Euh, des individus absolument brillants qu'on ne voit pas venir du tout, qui, une fois sur deux, ne payent pas de mine. Ils ont limite des trous dans leur t-shirt ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est des individus où on se dit que notre journée ne pouvait pas être meilleure que de les avoir rencontrés, quoi. Donc ça, c'est le côté sympa. Et des côtés moins sympas. Moi, personnellement, j'aime moins tout ce qui commence par administration et qui finit par fiscal ou, ou autre. C'est juste parce que j'ai un tempérament plutôt créatif et un peu normatif, mais avec mes normes à moi, on va dire.
Euh, et j'aime moins ce qui est aujourd'hui prévu pour des grands groupes et appliqué à des petites boîtes, quoi. Les impôts, clairement, c'est un sujet de grands groupes, pas de petites boîtes. Donc, moi, c'était ce que je cherchais, l'autonomie. L'autonomie entraîne donc des choses pas prévues. Euh, et, euh, et moi, j'aime bien les choses pas prévues. Donc, ouais, au début, c'était un peu dur parce qu'il y en avait beaucoup d'un coup, mais et finalement, au bout d'un moment, ça s'atténue un peu, quoi. J'ai hésité à passer la main à un moment, pourquoi pas. C'était une idée hein, qui avait émergé, on me l'avait proposé, j'y avais réfléchi, et puis finalement, vu le projet qu'on portait, vu la façon on le portait, pour moi, j'ai trouvé que ça faisait plus sens de garder le rôle que j'avais au début, qui est le rôle de fondateur et de président de la société. J'ai trouvé que pour moi, ça faisait plus sens, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à des rôles pour s'y accrocher. Je pense qu'il faut juste prendre les rôles qui nous intéressent. Donc, si c'est directeur de R&D, c'est directeur de R&D. Si c'est développeur, c'est développeur. Moi, je pense qu'il faut juste faire ce qu'on veut et pas se laisser bercer par des jolis titres. Ça, c'est une belle illusion. Les titres, c'est souvent un problème, hein, plus qu'un avantage. Et puis, quand on est curieux sur les sujets qui ont été amenés, on fait un peu moins de maths dans le temps, hein. C'est ça le sujet, hein. Et si on veut en faire plus souvent, alors il faut quand même plutôt choisir de rester dans des rôles très techniques. Donc, donc, tu en as parlé un petit peu, Stéphanie, mais pour les jeunes qui voudraient se lancer, donc il y a des incubateurs. Souvent, dans vos universités, il y a des services qui sont dédiés pour vous aider à démarrer votre startup et pour vous apprendre le nécessaire. Et j'imagine que… Alors, dans les universités, il y a des offices de transfert, mais c'est pas toujours les endroits où tu apprends le mieux. Moi, de nouveau, ce qui m'a le plus aidé, c'est à la fois l'incubateur. Donc, c'est un incubateur, comme il y en a plein, hein. Donc, là, c'était Paris Santé Campus parce que la spécificité de la santé était très forte chez nous et que du coup, le réseau qu'ils avaient était celui qui nous était qui collait le plus à notre profil de start-up. On aurait pu aller chez Agoranov, on aurait pu aller ailleurs, il y en a plein. Et ça, donc, c'est un choix qu'il faut faire à un moment. Et puis, ce qui nous a beaucoup aidé, de nouveau, c'est Deep Tech Founder, c'est des programmes justement d'accompagnement qui, sur 6 mois, vous présentent exactement ce qu'a dit Clément, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment que vous fassiez la compta vous-même, comment on fait une compta, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment on recrute, comment on écrit un business model, qu'est-ce qu'on met dedans, quand est-ce qu'il faut le présenter aux investisseurs, quels investisseurs, etc. Donc, toute cette feuille de route avec tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut savoir à chaque fois, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en tant que scientifique hein, du monde de l'université. Et donc, ces programmes d'acculturation sont assez bien faits et fondamentaux. Ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils nous font rencontrer l'écosystème. On a très régulièrement des contacts avec des gens qui ont réussi dans le milieu du deep tech. Alors, essentiellement du deep tech parce que ça s'appelle Deep Tech Founder. Hein, donc, j'imagine qu'il y a d'autres programmes d'accompagnement pour les autres. Mais là, en tout cas, sur le tech, c'était vraiment un programme très important. Merci beaucoup, Stéphanie. Et Clément, je ne sais pas si tu veux avoir un mot de la fin. Alors, je recommande à l'assistance présente, les personnes qui nous écoutent, de suivre leur passion. Ça les amènera forcément à un endroit sympa. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Donc, Stéphanie Alassonnière, professeure à l'Université de Paris et cofondatrice de la startup Sonio, et Clément Francom, PDG et fondateur de la startup Utocat. Merci à vous pour vos témoignages. Donc, pour les auditeurs, si vous avez encore des questions que vous préférez poser en live, les deux conférenciers seront encore présents quelques minutes sur le stand formation et métiers des mathématiques dans la partie forum de la plateforme. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci.